Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous du 7 Info le soir week-end. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur un sujet qui nous concerne tous, que l'on soit conducteur, passager ou simple piéton, la sécurité routière. Les routes de Côte d'Ivoire sont devenues le théâtre quotidien de drames évitables. Vitesse excessive, surcharge, fatigue, incivilité. Les causes sont connues, mais les accidents continuent. Alors, comment inverser la tendance? Comment responsabiliser chaque acteur de la route et surtout comment sauver des vies. Dans quelques instants, nous donnerons la parole à ceux qui vivent cette réalité sur le terrain, chauffeurs, syndicalistes et médecins urgentistes. Ensemble, ils tenteront de répondre à cette question, comment mettre un frein aux accidents de la route. Mais d'abord, l'actualité, voici le journal avec Karidja Sidibé. Je suis heureuse de vous retrouver ce jour pour le point de l'actualité. À la une ce soir, l'Asdaka Yamoussoukro se renforce la première visite officielle du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire marque des décisions majeures de coopération. À Tabaski 2025, le gouvernement ivoirien prend des mesures pour régulariser justement la hausse des prix du bétail dans ce journal. Et puis zoom sur une innovation dans le journal, celle de la transformation des déchets d'Atiéki en carburant. Plus de précision dans cette édition. Voici pour les titres, bienvenue dans votre journal. Une visite d'une importance stratégique a débuté ce vendredi 3 mai 2025 à Abidjan. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, effectue une mission en Côte d'Ivoire afin de renforcer les liens déjà historiques entre les deux nations. Dans l'agenda du Premier ministre sénégalais figurent des secteurs clés tels que le commerce, l'élevage, l'économie et l'enseignement supérieur. Des domaines à dynamiser pour faire de la coopération ivoiro-sénégalaise un véritable moteur de croissance. Diane Idrissa pour plus de précisions. C'est par une accolade chaleureuse et des échanges cordiaux que le Premier ministre sénégalais a été accueilli à la primature par son homologue ivoirien. Ce tête-à-tête, symbole de la fraternité entre les deux pays, a précédé une séance de travail élargie aux deux délégations. Au constat, c'est des choses qui ont été faites, mais que nous pourrons énormément et beaucoup mieux faire. On a pris la résolution sur la situation sur le terrain sur le président, monsieur le Premier ministre, de réactiver, enfin, de relancer la commission mixte sénégalo-ivoirienne, d'impulser une nouvelle dynamique qui nous permettra dans les 6 mois. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont atteint 250 milliards de francs CFA en 2023. En deçà des potentialités économiques et sociales des deux pays, a estimé le Premier ministre ivoirien. Identifier les zones d'extension et voir ensemble les mécanismes par lesquels nous pouvons améliorer nos rendements dans ces différents domaines de coopération, de sorte à ce que nos jeunesse, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse sénégalaise bénéficient amplement du dynamisme de leurs économies. Une volonté partagée de redonner du souffle à une coopération qui remonte à plusieurs décennies. Historiquement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours entretenu des relations étroites portées par le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui encore, cette amitié se renforce par des actes concrets et une vision commune, celle d'une intégration sous-régionale forte, résolument tournée vers le développement et la solidarité. C'est un reportage commenté par Déborah Bonou. Et c'est assez inédit pour être souligné, un syndicat qui reconnaît les efforts du gouvernement. C'est le cas de l'intersyndicale des enseignants. Ils ont animé un point de presse ce vendredi 30 mai 2025. Denis Quadio y était, suivant son compte-rendu. À la prime. C'est désormais un rendez-vous périodique pour l'intersyndicale des enseignants d'informer sur les avancées de la lutte pour l'obtention de la prime d'incitation au profit des personnels du secteur de l'éducation-formation. En effet, ceux-ci, au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 30 mai, jugent le bilan à mi-parcours de cette lutte largement positive. Constatant que le dialogue social avait été rétabli, l'IS-MENA, METI-FPA, dont le mot d'ordre n'avait pas été levé, mais plutôt suspendu, a décidé, lors de son assemblée générale du 6 mai 2025,
de maintenir cette suspension. Nous tenons à souligner avec satisfaction la grande mobilisation de l'ensemble des enseignants et enseignantes de Côte d'Ivoire, à qui nous adressons nos sincères félicitations. La mise en place du comité consultatif qui n'existait pas auparavant, le début d'un dialogue constructif. Les avancées notables concernant la revendication portant sur l'octroi de la prime d'incitation, avec l'élaboration du chronogramme et un début d'exécution. Aussi salue-t-il la main tendue du gouvernement à travers le reversement diligent des salaires suspendus aux ponctionnés pour la grève des 3, 4, 7, 8 et 9 avril dernier. Ils appellent donc l'ensemble des camarades enseignants à la mobilisation pour des examens propres et sans fraude. À une semaine de la célébration de la Tabaski, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a animé ce vendredi une conférence de presse. L'objectif, rassurer les populations sur la disponibilité du bétail et présenter le dispositif mis en place par le gouvernement pour approvisionner les marchés à travers le pays. On l'écoute au micro de Jeanne Saï. Pas de problème de pénurie, où que ce soit sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'il faut relever avec force. Et nous continuons à en recevoir du bétail. Le Tchad, avec un important cheptel de plus de 38 millions d'ovins, s'est engagé à soutenir l'approvisionnement de notre pays. C'est le lieu de remercier ce pays frère. Des lignes d'approvisionnement alternatives ont été identifiées, notamment par l'est de la Côte d'Ivoire, à travers le parcours d'Oropo, Soko, Takikro et Noé, et en complément du couloir traditionnel qui part de Dori au Burkina Faso jusqu'à Abidjan, passant bien sûr par Ouagadougou, Bobo, Ouangolo, Bouaké, Yamoussoukro et puis aboutir à Abidjan. La journée mondiale sans tabac 2025 est célébrée le 31 mai sous le thème « Produits du tabac à base de notécine », démasquant les tactiques de séduction de l'industrie du tabac en Côte d'Ivoire. Il est prévu pour des brigades spéciales pour veiller à la réglementation. Zainab Kombri nous donne plus de précisions. Le tabagisme constitue une menace majeure pour la santé mondiale, causant près de 6 millions de décès chaque année. En Côte d'Ivoire, bien que la prévalence générale du tabagisme soit estimée à 8,5%, soit 17,1% chez les hommes et 0,6% chez les femmes, les jeunes restent particulièrement exposés et vulnérables. Nous avons les tests qui interdisent de fumer dans le public, y compris pour les nouveaux produits. Nous avons donc la loi qui interdit donc de fumer et nous avons même assuré la traçabilité de tous les produits tabagiques. Nous allons dans les prochains jours mettre en place une police dédiée à la répression. Et nous allons vraiment sévir parce que nous ne pouvons pas laisser les Ivoiriens et particulièrement les jeunes mourir du fait du tabagisme. Face à cette menace, la Côte d'Ivoire a ratifié la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et mis en œuvre des mesures telles que l'adoption d'une loi anti-tabac. Cependant, la lutte reste confrontée à l'ingérence persistante de l'industrie du tabac. On fait des campagnes de sensibilisation dans les différentes écoles et dans nos différentes communautés avec nos populations les plus proches. Voilà. Donc, on a plusieurs fois mené des activités avec la section d'Anyama, la section de Pougon, un peu partout. Les activités prévues incluent la formation des ministères techniques, la sensibilisation dans les écoles et le contrôle des espaces publics qui ont pour objectif d'informer la population et de renforcer des actions de lutte contre le tabagisme. Bonne nouvelle pour les commerçants d'Atiéké, les déchets de leur production tels que l'amidon seront traités par des chercheurs pour produire justement du carburant. À plus de détails dans ce reportage de Déborah Bonou. La 11e édition du prix ASCAD a une fois de plus mis en lumière les talents et projets innovants en Côte d'Ivoire. Cette édition porte sur contribution des innovations technologiques au développement et au bien-être des populations. Ce n'est pas un hasard, car l'innovation occupe une place importante dans le développement socio-économique. Elle est source de dynamisme économique, d'impulsion du système économique et de prospérité pour les entreprises en termes de compétitivité et de productivité. Le lauréat du Grand Prix ASCAD 2024 nous présente le projet qui lui a valu cette prestigieuse distinction. Lorsque les femmes transformaient le manioc en Atiéké,
elles émettaient énormément de déchets liquides qui étaient considérés comme pertes, comme polluants et même dégradants pour l'environnement. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas valoriser ce déchet en plus-value? Et pour trouver cette plus-value, nous avons fait la recherche et nous avons vu que ce produit présentait des dénominateurs communs avec certains produits à l'étranger qui étaient produits aussi à partir de solutions contenant de l'amidon. Et donc, c'est ainsi qu'on a vu qu'on pouvait faire du bioéthanol avec ces rejets. L'Académie des sciences et des arts des cultures d'Afrique et des diasporas africaines est une institution ivoirienne d'excellence qui œuvre pour la promotion du savoir, de la culture et du développement en Afrique et dans ses diasporas. Les prix sont dotés de 7,5 millions pour le premier, 3 millions pour le deuxième et 2 millions pour le troisième. Vigilance jaune pour terminer ce journal. La Sodexam annonce des pluies qui continueront quelque peu sur les régions du littoral, précisément dans le sud Comoé, les Grands Ponts, le district d'Abidjan et les régions voisines. Restons vigilants en cette période de pluie, en sortant justement, en prenant régulièrement nos parapluies à chacune de nos sorties. Et c'est la fin de cette édition. Mam, on vous retrouve pour la suite du programme. Merci Karidja pour ce point sur l'actualité. Avant de plonger dans notre actualité, un petit moment de recul, une pensée simple mais puissante qui résonne tout particulièrement avec notre thème du jour. Il vaut mieux arriver en retard qu'en corbillard. Ce proverbe français plein de sagesse nous rappelle que rien ne vaut une vie. Place maintenant au cœur de notre émission avec un débat essentiel, urgent et malheureusement trop souvent d'actualité. Les routes ivoiriennes tuent trop et tous les jours. Chaque jour, des familles perdent un père, une mère, un enfant, un parent. Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les appels à la prudence, les accidents mortels se multiplient. La question que nous nous posons ce soir est simple, mais cruciale. Comment mettre fin aux accidents? Pour en parler, nous avons réuni des acteurs de première ligne. Alors, docteur Goéan Bonao-Sax, il est médecin urgentiste. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Silla Alassane, président des chauffeurs d'Abobozo. Bonsoir, monsieur Silla. Madame. François Connet, président de l'Association pour les devoirs et droits des chauffeurs. Bonsoir. Et Sidiki Konaté, président du syndicat des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, leurs regards vont se croiser, parfois s'opposer, mais l'objectif est clair, trouver des solutions et agir. Une question à vous tous, messieurs. Pourquoi, malgré les campagnes, les accidents restent d'actualité et aussi nombreux? On va commencer par docteur, à votre avis. Ok, merci madame, merci déjà pour l'invitation. Je pense que on ne cessera jamais de faire toujours de la sensibilisation. Donc il faut toujours continuer à le faire. Première chose, on a le parc automobile qui continue de s'accroître. C'est la première des choses. On a aussi l'indiscipline qui persiste. Et surtout, on a le non-respect des règles de sécurité routière. Du coup, tout cela mis ensemble font que nous assistons toujours à une croissance des accidents sur nos voies en Côte d'Ivoire. Sidiki Konaté, votre avis? Pourquoi les accidents continuent? Vous savez très bien que c'est un mal profond, nos secteurs d'activité. Tout à l'heure, le docteur a touché un point. J'ai dit toujours encore, Bilfa, Yako, à toutes les familles qui sont en deuil les dernières années sur notre route. Et le réseau routier est très sacré pour nous. Et tout ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour nous, c'est pas joli à voir que nous faisons des accidents, qu'on ne doit pas le faire. Parce qu'avant, nous tous, on s'est posé des différentes questions, mais c'est un peu méchant de notre part, en fait. C'est qu'on doit les engager pour pouvoir faire la sensibilisation. S'ils ne sont pas engagés et aucun suivi, c'est le résultat que nous tous, nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Il faut accepter une activité pour aider une activité, pour pouvoir le faire. Mais à tout moment, quand tu vas décider de squatter une activité au profit de certaines personnes, c'est le résultat qu'elle a. D'accord. Silla Alassane. Oui, merci madame. On dirait aujourd'hui, pour ces accidents là, moi je dirais aujourd'hui là, personne ne veut respecter le code de la route. Nous tous on est pressés. Donc quand tu regardes parfois, tu dis c'est Baka, tu dis c'est Aurora. Mais aujourd'hui là, ce n'est pas des voitures de transport.
c'est les voitures même particulières, personnelles même, qui créent ces nombreux accidents aujourd'hui là. Il prend l'exemple, dernier accident de Sotra là. Il n'allait pas me dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que c'est Baka, hein. Soit c'est Oro. Mais nous, on est toujours accusés. Nous, on se pose la question, qu'est-ce que nous, on a fait pour mériter ça? D'accord, on va en parler tout à l'heure. François Koné. Oui, vraiment, c'est triste. Hein. C'est triste pour notre pays avec tout ce que, comme le camarade le disait tout à l'heure, tout ce qui est mis en place, avec les formations du CAC et tout ça, d'où je vois ces accidents-là. Mais c'est une base profonde. C'est-à-dire que les formations se font. L'encadrement du conducteur, le véritable problème se trouve là. C'est-à-dire que les conducteurs que nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous roulons les véhicules, mais nous ne travaillons pas. Donc il y a un véritable problème qui, s'il n'est pas réglé, vraiment, ce serait difficile d'éviter les accidents de la circulation. Comme il a dit, on est tous pressés. Et quand on prend le Baka, le taxi, compteur et autres, ils sont en train de poursuivre un rendement. Il y a un problème. Il faut faire la recette du jour. Voilà, donc il y a quelque chose qui... D'accord. On va demander à Dr Bonao, à Dr Goéan, dans votre quotidien aux urgences, qu'est-ce que vous voyez comme conséquence directe des accidents de la route? Ok, je prends mon exemple en matière de prise en charge des patients, surtout je suis au CHU de Cocody. Ceux qui arrivent à notre niveau sont généralement les patients les plus graves. Tout à l'heure on faisait le point, nous sommes pratiquement à entre 250 et 300 patients pour les accidents de la voie publique qui arrivent par mois. Donc quand on fait le tri, il y a des blessés qui sont dits blessés légers, mais ceux qui sont vraiment authentiques, c'est ceux qui font les graves complications, notamment des traumatismes crâniens, qui eux ont besoin d'entrer en réanimation. Et là, c'est là que nous rentrons en jeu, parce que moi je suis chef d'une unité qui est pratiquement la première en Côte d'Ivoire, le déchocage, qui à son sein a un parterre de spécialistes qui arrivent à prendre ceux qui sont dans le coma. Malheureusement, on n'a pas assez de places. Donc du coup, la sensibilisation doit être la première chose. Parce que quand on arrive à ce stade-là, c'est vrai qu'on arrive à sauver certains, mais il y a beaucoup de patients qu'on perd. Et le traumatisme crânien, ou soit le polytraumatisme, c'est pratiquement la 3e cause de décès dans mon service. Du coup, je pense qu'il faut courir plus sur la sensibilisation pour que les patients n'arrivent pas plus nombreux dans nos CHU, parce que déjà, on a un problème de place, 2, la prise en charge est assez délicate. Les efforts sont faits. Les efforts sont faits pour la prise en charge. Aujourd'hui, l'État a mis en place, a actionné le fonds de garantie, donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais je pense qu'il faut vraiment beaucoup de sensibilisation. Est-ce que vous avez des profils qui reviennent souvent, des jeunes, des motocyclistes? Surtout les motocyclistes. D'accord. Motocyclistes, jeunes, on va dire, motocyclistes, et puis quelques rares fois quand il y a les grands drames comme ceux qu'on a suivis la dernière fois, où là il y a des personnes qui viennent en masse, mais à l'intérieur il n'y a pas vraiment beaucoup de cas plus graves. Hein. Il y a des petits cas qu'on arrive à soigner rapidement, qu'on libère, mais ceux qui sont graves généralement c'est 2, 3, mais quand ils viennent c'est vraiment dans des comas assez graves. Et c'est désolant parce que quand ils arrivent souvent, avec le saignement massif qui a été fait sur le lieu de l'accident, quand ils arrivent, on n'arrive pas encore à pouvoir assurer le relais et pouvoir les rattraper. Cela occasionne beaucoup de décès quand même. Alors, Sila Alassane, comment ça s'organise à votre niveau le départ des véhicules dans votre gare? Bon, nous, avant qu'un Baka va charger dans notre gare, nous on se rassure d'abord que la voiture est en bon état. Donc vous faites des contrôles? Oui, on fait le contrôle. D'accord. Peut-être même tu peux passer dans notre gare pour voir la liberté, comme au niveau d'Abo, gare aussi, faire le contrôle d'abord du véhicule. Après, et ça c'est systématique, hein, vous le faites tous les jours? Oui, tous les jours. Même si moi je ne suis pas là, il y a des gens pour me remplacer. Je ne suis pas le seul. On est beaucoup. D'accord. François Koné, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les chauffeurs sont les premiers responsables des accidents? Oui, je ne réponds pas à ceux-là parce que c'est la réalité. Parce que nous détenons des vies. Donc voilà pourquoi je parle d'encadrement. Quand vous prenez les conducteurs, chaque matin, ils ont la vie des Ivoiriens entre leurs mains. Quelqu'un qui manipule les vies, que lui-même n'a pas de vie. Parce que ça, je vous le dis ouvertement, parce que nous, on n'a pas de vie. Donc, c'est là, voilà pourquoi je parle d'encadrement. Vous voyez des personnes qui travaillent, qui ne sont pas des salariés. Hein, qui poursuivent le rendement, on leur dit, peut-être vous avez dimanche
C'est dimanche qui est son salaire. Il doit rouler dimanche pour avoir son salaire. Vous voulez qu'il roule comment ce dernier? Donc, il y a un problème qu'il faut regarder à la base. Et donc, nous sommes en train d'aller dans ce sens pour que le devoir qu'on nous a confié, que les transporteurs nous ont confié, pour bien, je peux dire, faire ce devoir-là au profit des populations. Les vies, comme vous avez vu dans l'introduction, la vie n'a pas de prix. Mais pourquoi ne pas se mettre ensemble pour régler le problème de celui qui manipule les vies? C'est ça le problème. Alors, Sidi Konaté, quel rôle votre syndicat joue pour améliorer la sécurité routière? Bon, avec la sécurité routière, avant le dernier accident qui s'est passé à Yamoussoukro, le 5 janvier 2023, avant que le gouvernement ivoirien, précisément le ministère des Transports, mette une sécurité routière du 3 au 10, nous avons un collectif qui est dans les 13 communes d'Abidjan, précisément dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, nous faisons la sensibilisation à partir des départs des différentes sorties d'Abidjan. Les 201 communes de la Côte d'Ivoire, nous avons des cellules pour se communiquer avec des plateformes qui sont sérieuses, que tout le monde le sait très bien, les autorités même savent très bien, qu'à partir de ça, on communique. Il y a des chauffeurs même qui ont les fait descendre sur direction à tout moment. Il y a des passagers qui peuvent parler, la population, d'autres sont au courant. Même si là, l'a dit dernièrement, la sécurité routière à Bobozo, ils ont fait plus que 2 mois, ils sont en train de faire fonds propres pour pouvoir essayer de sensibiliser les chauffeurs. Il y a des images que j'ai envoyées même sur votre site. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il faut comprendre très bien qu'il faut accepter de travailler honnêtement, sérieusement pour la sécurité de nos parents. Quand vous regardez très bien, nous en tant que pourvoyeurs d'emploi, le secteur du transport est tellement visé. Vous avez les gens, dans le passé, les gens payaient le permis. Nous, on a passé le permis. Mon permis avait 5 ans. Mais les gens achetaient le permis. Grâce à Dieu, grâce à notre ministère de tutelle, je vais dire aujourd'hui, les différents gendarmes aujourd'hui, je les tire au chapeau parce qu'il faut essayer de passer le permis aujourd'hui. Mais nous faisons passer toujours la sensibilisation. Mais on a un problème très sérieux. Nous, on a des canaux de communication. Du moment où on ne nous associe pas de faire des sensibilisations, c'est l'impact aujourd'hui qui fatigue les différents syndicats. Donc vous ne travaillez pas avec, en collaboration avec les ministères? Non, le ministère a son choix à faire. Quand je vois des petits filles souvent qui s'en vont partager les flyers, ce n'est pas leur domaine. Nous, on a des canaux de communication. Il y a des mots qui font beaucoup mal aux gens. Le monsieur, tout à l'heure, s'il voit sur sa ligne, les chauffeurs savent très bien, tant qu'il est là, je ne vais pas conduire mal. Quand je suis à la Cibourette avec une équipe, on sait très bien que quand on est là, il ne peut pas faire mauvaise conduite. Et si vous voyez, chaque matin, nous sillonnons. On sillonne avec une cylindre qui sillonne pour les chauffeurs. Et si vous voyez, quand vous regardez du 3 au 10, ceux qui partagent les flyers là, c'est les gens qui n'ont rien à voir avec notre activité. Et si vous voyez très bien, ils n'ont rien à voir avec notre activité. Quand il y a une affiche, on voit les acteurs du milieu qui sont sur l'affiche. L'affiche communique déjà avec la route. Ça communique déjà avec des chauffeurs. Il faut être clair. D'accord. Voilà. Alors, docteur Goéan, est-ce que les délais d'intervention des secours influencent les chances de vie des blessés qui arrivent à votre niveau? Effectivement. C'est très important. Et c'est là tout le travail que nous sommes en train de faire avec le groupement des sapeurs-pompiers et le SAMU. Aujourd'hui, on a des plateformes, on se connaît plus ou moins tous. Hein. Donc, on s'appelle. Dès qu'il y a un incident, on communique, on nous balance le bilan, comme ce qui s'est passé dernièrement sur l'autoroute. Et automatiquement, ils nous ont rappelé, ils nous ont balancé le bilan des trucs. Ils nous ont demandé de voir les 3 CHU qui pouvaient recevoir en même temps les patients. Moi, je leur ai donné ma disponibilité. Il y avait de la place aux urgences, il y avait une place de réanimation. Et donc, j'ai demandé, est-ce que vous avez besoin d'une place de réanimation? Ils m'ont dit, pour le moment, pas de cas de réanimation sur place. Donc, le délai est très important. Parce qu'on perd souvent des patients pour des problèmes de délai. Un patient, je prends un exemple, qui saigne, qui est dans le coma, il peut, ce qu'on appelle, faire une fausse route en inhalant tout ce qui est sécrétion. Donc, quand ça passe au niveau pulmonaire, c'est une question de minutes. Or, s'il arrive rapidement sur les lieux d'un hôpital, on peut procéder à une intubation rapidement, le brancher un respirateur, et c'est quelqu'un qu'on peut rattraper. Et qu'est-ce que vous pouvez recommander pour que ça aille plus vite, la prise en charge? Première des choses, c'est de mettre en place, c'est de formaliser cette plateforme-là. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un peu comme du bénévolat. Voilà, c'est informel. C'est entre collègues, entre praticiens de même promotion. On s'appelle. Donc, il faut, formaliser. Deuxième chose, il faut rapprocher les praticiens. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux comme réanimateurs. On est 150 réanimateurs pour 30 millions d'habitants. Okay. C'est quand même beaucoup, mais il faut faire en sorte que cette formation-là puisse s'étendre et avoir plusieurs réanimateurs dans les différents centres. Troisième chose, c'est de faire en sorte
on installe effectivement des services de déchocage, comme j'ai dit, dans les différents centres publics. Parce que le déchocage, c'est un passage des urgences à la réanimation. Donc les patients polytraumatisés, traumatismes crâniens qui arrivent comme ça, on arrive rapidement, nous, on les conditionne, on les intube, on les branche au respirateur et on les transfère au service de réanimation. Donc voilà le nouveau challenge qu'il y a. Aujourd'hui, l'effort est fait, il y a beaucoup de centres qui ont été construits. Maintenant, il faut parler maintenant à la qualité du service. Faire en sorte que dans les différents endroits, il y ait des personnes de qualité et puis que ces personnes soient vraiment encadrées. Voilà, qu'elles soient encadrées pour qu'on puisse faire le relais et ça permettra vraiment de réduire le nombre de décès. Et en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a la formation, on a la possibilité de former ces personnes-là, comme vous dites, les réanimateurs et... Ouais. Vous êtes médecin urgentiste. Je suis urgentiste, médecin réanimateur aussi. Et les médecins urgentistes, on n'en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. La formation maintenant est vulgarisée, il y en a plusieurs. Il y a le 2S qui se fait, il y a aussi le 2S d'anesthésie-réanimation. Donc les deux, généralement, sont coachés par le même département. Et cette formation se fait en Côte d'Ivoire, se fait très bien en Côte d'Ivoire, de manière théorique, de manière pratique. Et on a des praticiens qui sont assez vraiment outillés. Le problème, c'est que, comme c'est une spécialité qui est quand même épuisante, tous ne vont pas vers cette spécialité. C'est pour ça que je vous parle de 150 personnes ou 30 millions d'habitants. Mais on essaie de faire la communication pour que les gens viennent vers cette spécialité qui est assez prometteuse. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, on va faire une courte pause de publicité. On revient tout de suite. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, est en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis ce vendredi 30 mai 2025. Une mission d'importance visant à renforcer les liens historiques entre Abidjan et Dakar. Au cœur de cette visite, des secteurs stratégiques comme le commerce, l'élevage, l'économie et l'enseignement supérieur. Autant de domaines à consolider pour transformer la coopération ivoiro-sénégalaise en un véritable levier de croissance. À une semaine de la célébration de la Tabaski, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a tenu une conférence de presse ce vendredi 30 mai 2025. Objectif, rassurer les populations sur la disponibilité du bétail et détailler le dispositif mis en place pour approvisionner les marchés à l'échelle nationale. Le gouvernement entend ainsi garantir un déroulement serein de la fête en assurant l'accès au bétail dans de bonnes conditions. C'est demain, 31 mai 2025, est prévu le meeting de la coalition pour une alternance pacifique sur la place Figayo de Yopougon. De son côté, le Rassemblement des Oufouitis pour la démocratie et la paix organise également à partir de demain dans la région de l'Agné-Bitiassa un rassemblement dénommé pré-campagne. En prélude au scrutin présidentiel d'octobre prochain, nous reviendrons sur ces rendez-vous politiques dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention. Alors, retour sur notre plateau pour la suite du débat. Alassane Sylla, pensez-vous que le système de rotation et les longues heures de travail influencent les accidents? Oui, mais on est déjà habitué à ça. Pourquoi il dit on est habitué à ça? Parce que nous, il dirait toujours, c'est un contrat. Nous, Bagala. Nous transformons, on n'est jamais embauché, c'est toujours un contrat. Donc, le contrat, si tu dois monter, tu fais ta journée, tu descends. Mais quand tu as matériel, tu vas le trouver un chauffeur, il est fatigué. Comme Koné François l'a dit. Mais il a les problèmes, il ne peut pas se reposer, il n'a pas de salaire. Il est obligé de conduire même pour nourrir sa famille, pour pouvoir régler ce problème. Et le contrat est de... C'est quoi la durée? Normalement, le chauffeur doit rester... Non, bon, tu commences à 4 h du matin, peut-être 22 h, tu es descendu. Mais aujourd'hui, là... C'est long un peu. Oui, c'est long. Mais tu ne peux pas te reposer. Tu as des pressions. Tu as la pression du propriétaire de la voiture. Toi-même, tu as la pression chez toi à la maison là-bas. Mais donc, normalement, peut-être que vous devriez revoir ça, non? La durée de... Normalement, par exemple, dans les bureaux, on a 8 heures, on est censé avoir 8 heures de travail. Donc, on arrive à 8 heures ou à 7h30 en fonction des différents services. Et à 17h ou à 18h, on descend, on a 1 heure de pause, non, par exemple. Peut-être que c'est comme ça, toi, tu vois. Mais nous, ce n'est pas comme ça on fonctionne. Nous, notre fonctionnement, si tu dois faire tes 2 jours, tu fais tes 2 jours, tu descends. Le second mois, comme le monsieur l'a dit aujourd'hui, là, tellement les gens même ne peuvent pas nous payer. Nous, on n'a pas confiance en nos patrons aussi. Donc, on a mis quoi? On dit, bon,
Nous, on veut dimanche, comme nos salaires. C'est dimanche où était passé, c'est ça qui est nos salaires, où les gens se reposent là. C'est ces jours-là, nous, on doit travailler pour se payer. Mais est-ce que pendant la journée, par exemple de 4h à 22h, comme vous avez dit, est-ce qu'il y a un moment de pause? Est-ce que le chauffeur peut prendre 1 heure de temps, par exemple, pour dormir? Parce que ça permet au moins de se reposer et d'éviter de s'endormir sur le volant. Il n'y a pas dormi dedans, tout ça là. Comme tu as dit, il n'y a pas dormi dedans. Hein. On est en ville ici, il y a les klaxons partout. Et ceux qui font longue distance là. Tu vas dire, arriver à Yamoussoukro, il va se reposer. Peut-être il a quitté Abidjan ici avec un souci de 10 000 francs. C'est ce qu'il fait, il est en train de conduire pour aller à Yamoussoukro, c'est toi tu sais. Ils vont lui dire, bon, ils ont envoyé ton enfant à l'école. À cause de 10 000 ou 5 000 francs, lui, il a oublié de rouler. Avant qu'il va arriver, il va prendre son prix de manger pour faire sa dépôt. Mais est-ce qu'il y a ça, tout ça là? Vous pensez que ça peut diminuer comme ça? Nous, on s'est dit quoi? On nous a oubliés en fait. Les conducteurs sont oubliés en fait par l'État de Côte d'Ivoire. Bien vrai, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais nous, les conducteurs, on se pose la question. On est oubliés. Même simple assurance, même quand on prend, on n'est pas dedans. Voilà, nous, syndicats qui est là. D'accord, on revient dessus tout de suite, docteur. Par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est clair que ne travailler de 4h du matin à 22h sans pause et tous les jours, le même rythme, c'est la cause. C'est difficile. Et bon, ce qu'ils posent comme problème, eux, ils posent le problème de ceux qui sont professionnels dans le domaine. Mais nous-mêmes qui sommes simples conducteurs, avec nos véhicules personnels, quand tu fais... Moi, je prends mon exemple. Tu finis une garde où tu es très épuisé, tu prends ton véhicule, tu rentres à la maison, le petit temps tu somnoles un peu, c'est fini. Bien sûr. Tu peux facilement faire un accident. Soit un accrochage, soit un accident qui est un peu plus grave. Donc le repos est quand même important. Peut-être c'est des conseils qu'il faut avoir. Comme il a dit, il faut encadrer la profession. Et puis derrière, ça peut s'imposer, ça se négocie. C'est la contrainte financière. Il a besoin d'avoir un rendement. Mais si derrière, on dit, bon, le rendement, il est là, et qu'on lui impose 1 heure de pouvoir se reposer un peu, même pas forcément dormir, mais même faire une pause, se reposer, et puis reprendre. Ça sera vraiment une bonne chose. François Koné. Oui, vous voyez, le mal est profond. Et il a parlé des chauffeurs de Gbagha, c'est vrai, ils sont en ville. Quand je prends les chauffeurs de car, vous voyez, les compagnies de car, un conducteur de car, il a près de 60 à 70 passagers. Mais il ne peut pas dire même à son patron qu'il est fatigué. Il y a d'autres qui vont. Les tests sont là. Le code de la route dit, vous avez, je peux dire, 400 km comme jour de... C'est-à-dire que dans votre journée de travail, c'est 400 km. C'est-à-dire que vous commencez le matin. Si vous faites 400 km, la journée est finie. Mais vous êtes ici avec moi en Côte d'Ivoire, qu'un car part d'Abidjan à Odiéné, ça nous fait près de 800 km, ça fait 2 jours de travail pour un seul conducteur. Donc, ça veut dire que le mal, ce qui nous arrive à nous-mêmes, on est tous en train de regarder le mal se produit. Vous prenez les chauffeurs de poids lourds, on leur dit de garer de 6h à 9h, mais quand ils garent de 6h à 9h, regardez, sur nos routes, il n'y a pas de parking. Ils sont en bordure de route. Donc quand ils garent, ils sont sous les camions. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme ça, il se repose? Quand ils sont peut-être au port d'Abidjan, en train de charger la marchandise, ils sont en même temps gardiens de la cargaison. Il y a un véritable problème. C'est-à-dire que quand les tests, c'est-à-dire que l'État a pris des décisions, des tests, des arrêtés, tout est là. Il reste à appliquer. Et ceux qui doivent appliquer, je pense qu'eux aussi, ils sont en faute. Ils ne le font pas. Les licenciements dans le transport, vous avez vu tout dernièrement, vous avez vu la vague de conducteurs qui ont été licenciés par une entreprise de la place, pour ne pas dire le nom. Mais en même temps, cette entreprise est en train de recruter de nouveaux conducteurs qui n'ont pas d'expérience. Donc du coup, ceux qui ont l'expérience, parce qu'ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail, ils sont licenciés. Et ceux qui sont censés les protéger ne le font pas. Je n'incrimine personne, mais chacun doit se retrouver dedans. Et voilà, c'est le mal qu'on a créé pour nous-mêmes. Donc, la mission que nous faisons aujourd'hui, moi je suis content de me retrouver sur ce plateau parce qu'il va falloir qu'on interpelle l'État de Côte d'Ivoire et que ceux qui sont mis au poste de décision pour protéger le métier que je fais, qui est la conduite, il va falloir qu'ils s'élèvent. Et ensemble, comme le camarade Sidi Konaté disait, les professionnels que nous sommes, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Mais nous sommes ignorés et on prend des personnes qui ne connaissent pas le métier, on fait les sensibilisations. Vous avez dit, on a la sécurité routière du 3 au 10. Quel résultat? La semaine de la sécurité routière. C'est bien joli. Mais quel résultat on a? On a toujours des accidents de la circulation.
Donc, alors, vous, en tant que président de l'Association pour les devoirs et droits des chauffeurs, est-ce que vous mettez en place des formations et est-ce que vous avez aussi des sanctions pour les chauffeurs, par exemple, qui sont membres de votre association? Oui, j'ai dit qu'il y a un problème. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons proposé depuis 2014, nous avons eu la chance d'avoir un financement des États-Unis pour régler ce problème-là. Et nous, depuis 2014, nous passons dans toutes les administrations de l'État de Côte d'Ivoire, du ministère, tous les ministères, pour leur dire que nous avons la solution au problème que nous avons. Parce que ce problème-là, tant que le conducteur n'est pas un travailleur, il va avoir toujours problème. Moi, je siège à la commission. Quelquefois, je suis à la commission pour le retrait des permis de nos conducteurs. Mais quand il y a un accident, c'est le chauffeur seul qui est le fautif. Mais pourtant, c'est tout le monde. Vous voyez, il y a des explosions de pneus. L'accident survient, mais c'est le conducteur, puis c'est lui qui est responsable de la voiture. Mais pourtant, le véhicule charge dans une gare où le propriétaire est là. Quand il prend la route, ceux qui sont censés protéger la route, sinon protéger les populations, sont sur les routes. Et eux, ça veut dire que ce véhicule passe devant tout le monde. Et quand il y a un drame, le chauffeur seul, il va en prison. Après la prison, si jamais il y a mort d'homme dans l'accident, où il y a un dégât matériel important, il fait la prison. Après la prison, il se retrouve devant la commission où on va suspendre encore son permis. Vous voyez qu'il paye 2 fois ce que chacun de nous a refusé de faire comme travail, et lui, il doit payer. Et sans salaire en plus. Donc, nous, on a la solution à notre problème. Et quand on va à l'administration, on nous dit, monsieur Siri Konaté, vous avez combien de membres dans votre association? Et ainsi que Sila. Mais les mêmes membres de Siri Konaté sont les mêmes membres que moi je revendique. Donc, dans une commune, si on a 100 chauffeurs, nous, toutes les organisations dirigent les 100 chauffeurs. Mais quand on va se retrouver devant l'administration, avec cette question, on va dire, moi j'ai 100 chauffeurs, lui dira qu'il a 100 chauffeurs, et ça fait 300 chauffeurs. Donc, on règle le problème comment? Donc, du coup, on essaie de nous faire tourner en bourrique, parce que nous ne savons pas lire et écrire, en griffe, en alphabet. Donc, on nous pose des questions pièges, et nous, on est toujours en train de subir. Et pourtant, parmi nous, aujourd'hui, il y a des intellectuels sur papier, parce que nous sommes des intellectuels sur la route, mais des intellectuels sur papier, parce que la route, c'est un livre qu'il faut savoir lire. Mais quand vous ne savez pas lire la route, vous faites beaucoup d'accidents. Mais quand vous savez lire la route, vous avez moins d'accidents. Donc voilà un peu, on a la solution à notre problème. Il va falloir que l'administration nous approche avec les solutions que nous avons et on va régler ce problème-là. On ne dira pas qu'il n'y aura plus d'accidents, mais il n'y aura pas d'accident comme on le voit. De cette gravité. Voilà, on va trouver la solution. Parce que le chauffeur va savoir qu'il peut dire à son patron qu'il est fatigué et on ne va pas le mettre sur le volant. Mais vous trouvez, il y a des chauffeurs de car, j'en connais un, quand on achète un nouveau car, il roule jusqu'à ce qu'on achète un nouveau car. Vous imaginez ce que c'est? Il roule le même car seul jusqu'à ce qu'on achète un nouveau car. Pourtant, il a au moins 2-3 départs à faire dans une journée. Donc, le drame est vite arrivé. Sidiki Konaté, est-ce que vous avez un code de conduite ou une charte pour les membres de votre syndicat? Merci infiniment. Vous savez, nos secteurs d'activité, c'est une activité privée. Depuis 2013 à 2014, on a eu le courage de confier le secteur à des personnes qui ne maîtrisent pas notre activité, qui nous créent tout un problème. Parce que si on ne coupe pas la racine, ça nous fatigue. Moi, je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un, je parle pour qu'on puisse sauver des vies. Parce que tout ce que le gouvernement a fait pour l'État de Côte d'Ivoire a fait pour nos secteurs d'activité, le docteur a touché tout à l'heure, au niveau de nos parcs automobiles. Les fonds ont été mis en place pour pouvoir aider d'abord le parc automobile ivoirien qui est vieillissant. On ne sait pas le résultat. Est-ce que vous voyez? Non, ce que j'ai demandé, c'est... Non, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Qui sont ceux qui roulent les véhicules anciens et nouveaux? C'est les chauffeurs. Quand il y a une vieille voiture qui a un problème, qui ne sait pas s'il a acheté visite technique ou pas, quand il crée l'accident, l'origine de l'accident, qu'est-ce qu'il envoie? Voilà pourquoi quand on vous parle souvent, il faut que vous nous écoutez et puis vous faites des recherches dessus pour comprendre. Nous avons essayé de mettre des trucs en place pour des conducteurs, pour sauver des vies humaines. Nous faisons ça avec nos fonds propres. Ça, c'est un. De deux, nos secteurs d'activité a été pris en otage. Les gens ne veulent pas travailler. C'est quand il y a un accident, ils ont la facilité d'avoir des micros en face de eux pour parler à la nation devant les gens. Ce n'est pas ça qu'on veut. On peut anticiper des accidents comme ce que M. Koné François vient de dire. On peut anticiper comment? On ne peut pas prostituer nos idées et nos projets que les gens s'assoient à la télévision où ils regardent une image comme ce qu'on est en train de faire, ils mettent sur papier, après on s'en trouve en X ou Paul, allons travailler.
Si on a parlé des mécaniciens, nous avons des livres blancs que bientôt on va écrire au Conseil d'État. On va écrire à, comment on appelle là, au gouvernement ivoirien. On va écrire à la Banque mondiale pour les faire comprendre qu'il est temps et l'heure qu'on doit essayer de mettre fin à l'incivisme. Les docteurs ont beaucoup de choses à faire. Mais à tout moment, c'est nous les conducteurs qui fait qu'il y a des médecins aujourd'hui qui ne peuvent même pas partir à la maison. Parce que quand ils vont à la maison, on fait des rapports pour dire non, il n'est pas à son poste, il ne veut pas travailler, on est là pour aider les parents. Vous voyez les conducteurs qui sont là actuellement, l'État nous a facilité de créer des entreprises à la CPC. Mais un transporteur qui a une entreprise, il doit déclarer son chauffeur. On a recruté plus que 200 personnes actuellement. Vous allez les voir dans les choisis bientôt, qui aiment le travail. Ce n'est pas ceux qui viennent travailler et puis demain ils ne sont pas là. Parce que notre activité, c'est quoi? Il y a des gens qui viennent travailler aujourd'hui, ils pensent que sur le champ, on doit le rémunérer. Ce n'est pas ça. Ça fait plus que 17 ans, 18 ans, nous on travaille. On est sur le terrain pour aider l'État de Côte d'Ivoire, pour aider la sécurité sociale. Parce que c'est le seul secteur qui n'a pas oublié d'avoir des diplômes pour venir dire à un chauffeur, tu conduis mal, arrête de conduire. Reste dans le rang. Parce que la roue communique. Les bandes blanches aujourd'hui que le gouvernement est en train de faire pour les conducteurs, les panneaux de signalisation horizontale et verticale, ça nous communique. Mais c'est vrai, chauffeur aujourd'hui ne se repose pas, mais tout ça, la faute à qui? Est-ce que vous avez le moyen de contrôler, par exemple, sur les routes, comme vous dites, quand vous faites, vous sillonnez et tout, est-ce que vous avez le moyen de contrôler si un chauffeur est au volant, par exemple, depuis 10 heures, depuis 12 heures, vous avez le moyen de contrôler ça? Nous avons un canal de communication qui n'a rien à voir avec Alcoutès, parce qu'on se connaît dans le milieu. J'ai eu la chance de voir 5 ministres en face de nous. Notre équipe a eu la chance, c'est une chance que nous avons eue. On a une manière de contrôler comment sa manière de conduire et ses yeux, et sa manière de parler. On sait déjà que le chauffeur il a pris comprimé, ou il est saoulé, il doit descendre. Il faut que son patron vienne chercher la voiture. On a toujours fait ça. Mais au moins, ces mecs qui doivent nous dire merci, malgré c'est notre travail. Ils ne sont même pas capables de le faire. Qu'est-ce qu'ils font? On prend des gens qui n'ont rien à voir avec notre activité pour pouvoir sensibiliser notre chauffeur. Mais ça ne peut pas se faire. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me retrouver à la gare de M. Silla l'a dit, pour aller communiquer avec les chauffeurs là-bas. Non. Je l'appelle d'abord pour dire que je viens de ta gare. Tout de même, on allait jusqu'à Daloa. On allait à Boisflé, on allait à Bonon. Mais jusqu'à en premier compte, on est venu terminer ça où? Sur les grandes sorties des grands Abidjan. Mais en même temps, les mêmes personnes qui ont pris notre secteur d'activité en otage, on prend des personnes pour les monter, pour pouvoir aller sensibiliser les chauffeurs. Bon, aujourd'hui, ils sont où aujourd'hui? On ne peut pas sensibiliser les gens 2 jours, 3 jours pour arrêter. C'est peut-être continuel et la suivi. La suivi vient de qui? C'est ceux qui sont les acteurs du milieu. C'est ce qui fait que le résultat que nous voyons là, c'est très dangereux pour la population. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je parle en face de vous. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a nos amis des chauffeurs de Yango et VTC, j'ai rendez-vous avec le secrétaire général de tous les autocols. On est en train de travailler. Nous avons pris 4 pièces. Le président de, comment on appelle là, de tous les délégués d'Abidjan, des hauts conseils, M. Traoré Adama, il a pris 4 pièces aujourd'hui à Yepougon pour pouvoir essayer de mettre une brigade en place pour les chauffeurs et pour les transporteurs qui refusent de réparer les véhicules. C'est un secret que je viens de travailler devant vous. Parce que quand tu parles comme ça, demain matin, jusqu'en 3 jours, tu vas voir quelques personnes qui sont dans les choisifs. Non, il ne faut pas oublier comme ça. Il faut oublier comme ça, et puis après, ils vont disparaître. Mais en tant vous, en tant que journaliste, vous êtes ponctuel dans votre activité ici. Vous pouvez rester ici pendant des années et des années, et puis tu as marié le travail que tu as aimé. Mais notre secteur d'activité, il y a des gens qui sont des passages. On en profite pour prendre des personnes comme ça, pour gérer les gens qui sont outillés dans l'activité. Mais c'est quel résultat ça va donner? C'est ce que je voulais vous dire. Très bien. Alors, docteur Goéon, les causes en général des accidents de la route, quand les accidentés arrivent, est-ce que vous avez des données par rapport à ça? C'est la fatigue, c'est l'alcool, c'est... Les données, oui, il y a certaines données, mais ce n'est pas vraiment documenté de manière... parce que nous, on se concentre plus sur les complications. Voilà, parce que les complications sont assez graves. Mais sinon, les premières données, ce n'est pas l'alcool. Il ne faudrait pas qu'on pense forcément que c'est l'alcool. Non. Je pense souvent la mauvaise conduite. On va vous dire peut-être le frein à lâcher, ou bien souvent c'est les carambolages, mais surtout l'épuisement. Surtout l'épuisement. Et puis après, viennent aussi les conduites en état d'ivresse. Et là, si vous deviez avoir un message à l'endroit des chauffeurs, des conducteurs de véhicules, ce serait lequel? Quand je parle de conducteurs, je parle de tout le monde à la fois, hein, que ce soit personnel, que ce soit les VTC ou bien les chauffeurs de Brakam. Moi, je comprends un peu leur situation parce qu'il faut conduire tout un temps. Mais déjà, le long moment de conduite
c'est pas bon. Parce que la conduite a besoin de beaucoup de vigilance. Un petit moment d'inattention, juste à un tournant, tout peut arriver. Donc c'est peut-être déjà de trouver le moyen de pouvoir réduire, ou bien pendant la période de travail, parce qu'on travaille tous. Mais nous-mêmes dans notre travail aussi, on a des périodes de pause. On a des périodes, moi je suis au CHU, mais je me prends 30 minutes, 1 heure, où je me déconnecte. C'est-à-dire on rigole un peu, on cause, on fait une pause. Et là, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire la pause, c'est qu'ils sont à la fois à la recherche des sous et de pouvoir répondre aussi aux propriétaires. Donc il faut qu'on trouve une solution qui va être le juste milieu, qui va faire en sorte que les gens puissent se reposer. Ça c'est 1. 2, pour les conducteurs basiques, parce que comme il a dit, aujourd'hui tout le monde, quand on est dans l'embouteillage, mais c'est pas seulement les Yango ou bien Baka qui roulent mal, hein, tout le monde, tout le monde. Donc c'est de dire, faire en sorte qu'on puisse réguler les conduites de tout le monde et faire en sorte que ça va demander beaucoup de travail aux forces de l'ordre parce que il faut pouvoir être présent à différents postes. Souvent, on a l'habitude de dire que même quand les policiers sont là, c'est là que la circulation est toujours mélangée. Voilà. On le dit souvent. Oui, on le dit souvent, mais il faut que vraiment chacun se mette... Il faut que chacun joue son rôle. Si on veut freiner cela, parce que c'est désolant chaque fois de voir sur les réseaux sociaux, accidents ici, tout le monde déplore. Il y a pas que et dernièrement, avec la saison des pluies, on en a eu plusieurs. Et c'est pas encore fini, hein. Ça va venir encore plus. Que ça finisse nous sommes déjà en alerte. Nous sommes déjà en alerte. C'est pour ça qu'on fait tout. Moi, chez moi, je fais tout. On garde toujours au moins un lit pour les accidents graves. Mais même avec ça, quand ça survient, on n'arrive pas à répondre à la demande. Donc, il faut faire en sorte que les gens soient vraiment, vraiment sensibilisés. Et puis, on change progressivement de comportement. Maintenant, ce que je pourrais dire pour les 2 roues, la sensibilisation particulière, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne s'arrêtent jamais au feu. Jamais. Ils ne s'arrêtent jamais au feu. Au feu, ils sont tout le temps pressés. Et moi-même, pour passer un feu, j'ai peur même d'appuyer parce qu'on ne sait pas qui va sortir. D'où il va sortir. Et eux, ils sortent de gauche, ils sortent de droite. On ne sait pas réellement d'où ils viennent. Donc, eux, particulièrement, qu'ils fassent attention. Les gens pensent que le casque est une sécurité absolue. Tu peux avoir un casque, tu vas tomber, tu ne vas pas avoir un traumatisme crânien, mais tu peux avoir une fracture du rachis. Donc, quand tu as une fracture du rachis, c'est une paralysie. Si vous avez une paralysie, bon, aujourd'hui, c'est toi qui fais vivre la maison en faisant ces petites courses-là. Si tu es paralysé, tu fais comment? L'intervention coûte déjà cher. Donc, quand on n'a pas assez de moyens, il faut être prudent. Voilà mon conseil que je peux vous donner. Merci, docteur. François Koné, les devoirs fondamentaux d'un chauffeur professionnel sont lesquels? Aujourd'hui, le devoir est simple pour nous. Quand on a un contrat avec un transporteur, il nous achète un véhicule. Vous avez votre entreprise, vous avez votre ligne de conduite dans votre entreprise. C'est le devoir que vous nous demandez de conduire votre véhicule d'un point A à un point B avec, avec tout ce qui va avec. Quand je prends les entreprises bien outillées, mais quand c'est les BACA, c'est dans la recette qui vous lie entre le transporteur, les taxis communaux et les VTC. Les taxis compteurs, c'est pareil. On vous fixe une recette. Et vous cherchez la recette. Après la recette, ce que vous avez eu, c'est ce que est votre gain. Et pour salaire, vous avez comme vous êtes 2 conducteurs souvent dans le véhicule, chacun de vous a au moins 2 dimanches. Et puis ça s'arrête là. Donc ce contrat-là, c'est vrai que c'est verbal, hein. C'est pas écrit. Mais ça tient lieu de contrat. Et dans les entreprises un peu outillées, qui remplissent les conditions, il y a d'autres qui ont des contrats écrits, mais qui dit si on respecte ces contrats écrits. Le transporteur, sinon le chef d'entreprise, il va vous donner sa ligne de conduite. Et c'est ce que vous devez respecter. Et même si vous le faites bien, ce qui va vous revenir des droits, comme repos, salaire, tout ce qui va avec, ce n'est pas respecté. Et vous n'avez pas droit à la parole. C'est ce qui est compliqué. Si on va prendre les périodes de fête, si vous partez avec le cas chargé, que même s'il n'y a pas de passagers, vous allez revenir avec le cas vide. Hein? Et quand vous arrivez à 4h, 5h du matin, vous prenez le départ de 8h. Vous voyez que c'est une catastrophe. Il n'y a pas de temps. Voilà. Donc, il va falloir, avec le ministère des Affaires sociales, voir ça avec le département, des inspecteurs du travail. Il va falloir qu'ils soient regardants. Il faut qu'avec eux, j'ai fait un petit boulot avec eux, mais il va falloir amplifier ce travail-là pour aller dans les entreprises, pour que les chauffeurs se sentent bien dans ces entreprises, pour qu'ils puissent se reposer. Vous voyez qu'ici, quand on prend les compagnies de cars, vous voyez les gars qui poussent un peu en bordure des routes, avec le ministère des Transports, ce ne sont pas des gars. Parce qu'une gare, le véhicule doit pouvoir faire un demi-tour dans une gare.
pour s'arrêter. Mais vous allez voir que sur nos routes, vous allez voir un gros car de 70 places qui va vous couper la voie, ce qui crée les embouteillages. Et il a sa gare là. Et même quand il va rentrer dans sa gare, il a encore sa face sur le bitume. Donc il y a beaucoup de choses à faire à tous les niveaux. Voilà, mais c'est nous seuls conducteurs qui payons le prix. Hein. Voilà. Ça veut dire que quand c'est gâté, on est seuls à payer le prix. Alors Sidiki Konaté, comment vous réagissez quand un membre du syndicat, par exemple, est impliqué dans un accident? Un membre du syndicat qui est impliqué dans l'accident, on regarde d'abord l'origine de l'accident. Quand on finit de le sauver, on regarde l'origine de l'accident. C'est grave ou c'est pas grave parce que tout dernièrement, voilà pourquoi nous avons mis une assurance en place quand un chauffeur fait un accident. Et les soins sont pris déjà par notre syndicat actuellement à la hauteur de 500 000. Ce n'est pas mon souhait. S'il a eu un handicap, on donne au moins 4 millions à sa famille ou à lui-même pour qu'il puisse se défendre avec. Mais moi, j'ai toujours dit avant que l'accident arrive, il faut qu'on trouve solution. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ça? C'est ça qui est le problème. Monsieur le président François vient de dire tout à l'heure, on n'a pas dit qu'on va annuler l'accident totalement. Mais si on nous confie des responsabilités, même le problème des conducteurs pour dire qu'ils ne se reposent pas, ce n'est pas le gouvernement qui doit faire ça pour nous. Le gouvernement a assez fait. Le gouvernement continue à faire. Et si vous voyez, précisément parmi les 440 syndicats en Côte d'Ivoire, aucun syndicat qui peut m'empêcher de travailler pour aider mon pays, pour aider le ministère des Transports, pour aider même la population. Aucun syndicat qui peut m'empêcher. Je dis ça clairement. Parce que le document que nous détenons d'abord, c'est le gouvernement qui nous a donné ça. On dit d'abord merci au gouvernement. Et puis déjà, tu as décidé de défendre tes mandats. Ce n'est pas le gouvernement qui a fait ça à ta place. C'est à toi de travailler, mets-toi au travail, mets-toi au travail. Mais dans notre activité, ce qui est un peu difficile, les gens sont assis pour attendre de l'argent. Tout le monde a démissionné. Tout le monde a démissionné. C'est ce qui crée des problèmes. Moi, je ne viens pas à la télévision pour faire plaisir à quelqu'un. Je vais faire plaisir à la population, à notre adhérent, pour pouvoir aider la sécurité sociale. Comment nous pouvons recruter des jeunes gens diplômés qui ont fait logistique de transport, comment ils peuvent venir envoyer leurs expériences pour nous accompagner dans le domaine des transports. Analysons tous ensemble. Très bien, on va sûrement revenir dessus. Il n'y a pas de problème. Alassane Sylla, quelle est votre proposition concrète pour améliorer la sécurité au sein de la gare d'Abobozo, pour laquelle vous êtes le président? Nous continuons toujours la sensibilisation avec nos différents syndicats. Quand tu vas à Bobo, on est en collaboration avec nos syndicats d'Abobo comme à Djamé. Tant qu'il y a la collaboration, tu vois que tout est moins. Comme de la manière le président Sidiki Konaté l'a dit, quand il y a la collaboration, tu vois que tout va bien. Mais une fois quand il n'y a pas de communication, là, tu vois qu'il y a toujours problème. Chacun fait ce qu'il veut. Ça devient du désordre. Mais aujourd'hui, là, tu fais quelque chose au niveau d'Abobo, on appelle à Djamé, là, va arriver là, on bloque la voiture. Une fois, même si le chauffeur, on le voit en train de faire du 10 sacs, on appelle à Djamé, là, on bloque la voiture. Tant que les camionneurs ne viennent pas, on donne pas la voiture. Puis le camionneur vient, il a droit à les garants, hein. On lui donne les conditions. Le chauffeur que tu vas envoyer pour venir prendre ta voiture, là, il faut qu'il soit quelqu'un qui est beaucoup sage. Tout est réglementé. Dans les droits de ligne, tout est écrit dedans. Hein. Tout est écrit dans les droits de ligne. Ok. Voilà. Alors, on a bien évidemment, comme on le dit souvent, ce débat, on ne le mène pas seul en plateau. On a aussi les téléspectateurs et les internautes qui ont la parole et ils ont été nombreux à réagir sur nos réseaux aujourd'hui, à partager leurs idées, leurs indignations, leurs solutions. On va en lire quelques-unes. Alors, on a retiré les permis de conduire des chauffeurs qui n'ont pas le niveau CEP pour commencer et ensuite renvoyer tous les policiers qui continuent de contrôler de manière désabusée les automobilistes. Par ailleurs, rendre les codes de la route et la conduite applicables dans toutes les communes et villes du pays. C'est de Alec Goba. L'État doit mettre des contrôleurs à la gare dans les véhicules afin de vérifier si les chauffeurs des grandes compagnies ne sont pas sous l'effet de l'alcool avant tout départ, de TI Arnaud. Pourquoi délivrer un permis à un analphabète? Forcément, il n'a aucune notion du code de conduite, de IB Shérif. Interdiction pure et simple des gros camions de rouler dans la journée, excepté la nuit, de Martial Koza. Les autorités doivent être plus strictes en imposant des peines de prison d'échéance du permis de conduire pendant 5 ans si jamais il est pris. Retour casse-prison à dos bâtisseur. Être très regardant sur l'acquisition du permis de conduire, Ndayao Eli. Et la proposition du jour, je pense, c'est celle-ci, qui dit « Tout le monde doit marcher maintenant, sinon, tant que les voitures vont circuler, on oublie ». De Harold
Abayomi. Donc, lui, il suggère de garer nos véhicules et que tout le monde marche dans la ville. Alors, on va prendre votre conclusion, on va dire vos différents avis pour vraiment mettre fin, c'est peut-être trop dire comme on a dit, mais au moins réduire les accidents sur nos routes. Ok, merci madame. Mon mot de fin, c'est vraiment déjà vous dire merci pour l'invitation. C'est un problème qui est assez important. Nous, on a essayé de faire des sensibilisations personnellement, en groupe, dans les associations de médecins, sur les réseaux sociaux. On sensibilise. Quand on a des cas d'accidents de la voie publique qui impliquent des motos, des véhicules, on passe certaines informations pour dire aux gens que soit il y a des luxations, soit il y a des fractures qui peuvent arriver, il y a des polytraumatismes et ça tue beaucoup de personnes. Mais je pense qu'il faut qu'on continue toujours de sensibiliser. Parce que comme il a dit, faire la sensibilisation une fois et s'arrêter, ça ne règle pas les problèmes. Et puis, elle est claire, c'est de faire la sensibilisation avec les véritables acteurs. Avec les véritables acteurs du terrain et non prendre d'autres personnes qui viendront juste pendant 6 mois, pendant 3 mois et repartir. Ce problème-là, il est vital et c'est un problème qui est transversal. Ça prend encore tout le monde parce que tout le monde aujourd'hui peut se retrouver dans ce cas-là. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, docteur François Koné. Oui, moi je dirais que nous pouvons aider l'État de Côte d'Ivoire. Nous, à notre niveau, on a quelque chose. Comme j'ai dit, un résultat sur le problème des accidents de la circulation. Si on est approché, si on est écouté, comme le frère Cédric Konaté l'a dit, le camarade, on pourrait vraiment aider à régler ce problème qui est spécifique à chaque commune. Voilà, on peut régler ce problème au cas par cas. Et nous sommes disposés à le faire avec l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. On va faire une courte pause de publicité. On revient tout de suite. Merci à nos invités du jour. Je rappelle que nous étions en compagnie de Dr Goéan Bonao-Sax, médecin urgentiste, Sila Alassane, président des chauffeurs d'Abobozo, François Koné, président de l'Association pour les devoirs et droits des chauffeurs, et Sidiki Konaté, président du syndicat des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. L'information continue avec Karidja Sidibé. L'axe Dakar-Yamoussoukro se renforce. La première visite officielle du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire marque des décisions majeures de coopération. À Tabaski 2025, le gouvernement ivoirien prend des mesures pour régulariser justement la hausse des coûts du bétail. Des détails dans ce journal. Et puis zoom sur cette innovation dans ce journal, celle de la transformation des déchets d'Atiki en carburant, à plus de précision dans quelques instants. Voici pour les titres. Bienvenue dans votre journal. Une visite d'une importance stratégique a débuté ce vendredi 30 mai 2025 à Abidjan. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, effectue une mission en Côte d'Ivoire afin de renforcer les liens déjà historiques entre les deux nations. Dans l'agenda du Premier ministre sénégalais figurent des secteurs clés tels que le commerce, l'élevage, l'économie et l'enseignement supérieur, des domaines à dynamiser pour faire de la coopération ivoiro-sénégalaise un véritable moteur de croissance. Diane Idrissa pour des précisions. C'est par une accolade chaleureuse et des échanges cordiaux que le Premier ministre sénégalais a été accueilli à la primature par son homologue ivoirien. Ce tête-à-tête, symbole de la fraternité entre les deux pays, a précédé une séance de travail élargie aux deux délégations. Au constat, il y a des choses qui ont été faites, mais que nous pouvons énormément et beaucoup mieux faire. On a pris la résolution sur la situation sur le terrain sur le président, monsieur le Premier ministre, de réactiver, enfin, de relancer la commission mixte sénégalo-ivoirienne, d'impulser une nouvelle dynamique qui nous permettra dans les 6 mois. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont atteint 250 milliards de francs CFA en 2023. En deçà des potentialités économiques et sociales des deux pays, a estimé le Premier ministre ivoirien. Identifier les zones d'extension et voir ensemble les mécanismes par lesquels nous pouvons améliorer nos rendements dans ces différents domaines de coopération, de sorte à ce que
nos jeunesse, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse sénégalaise bénéficient amplement du dynamisme de nos économies. Une volonté partagée de redonner du souffle à une coopération qui remonte à plusieurs décennies. Historiquement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours entretenu des relations étroites portées par le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui encore, cette amitié se renforce par des actes concrets et une vision commune, celle d'une intégration sous-régionale forte, résolument tournée vers le développement et la solidarité. C'est assez inédit pour être souligné, un syndicat qui reconnaît les efforts du gouvernement. C'est le cas de l'intersyndicale des enseignants. Ils ont animé un point de presse ce vendredi. Denise Quadio y était, suivant son compte rendu. À la prime! À la prime! À la prime! À la prime! C'est désormais un rendez-vous périodique pour l'intersyndicale des enseignants d'informer sur les avancées de la lutte pour l'obtention de la prime d'incitation au profit des personnels du secteur de l'éducation-formation. En effet, ceux-ci, au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 30 mai, jugent le bilan à mi-parcours de cette lutte largement positive. Constatant que le dialogue social avait été rétabli, l'IS-MENA, METI-FPA, dont le mot d'ordre n'avait pas été levé, mais plutôt suspendu, a décidé, lors de son assemblée générale du 6 mai 2025, de maintenir cette suspension. Nous tenons à souligner avec satisfaction la grande mobilisation de l'ensemble des enseignants et enseignantes de Côte d'Ivoire, à qui nous adressons nos sincères félicitations. La mise en place du comité consultatif, qui n'existait pas auparavant, le début d'un dialogue constructif. Les avancées notables concernant la revendication portant sur l'octroi de la prime d'incitation, avec l'élaboration du chronogramme et un début d'exécution. Aussi salue-t-il la main tendue du gouvernement à travers le reversement diligent des salaires suspendus aux ponctionnés pour la grève des 3, 4, 7, 8 et 9 avril dernier. Ils appellent donc l'ensemble des camarades enseignants à la mobilisation pour des examens propres et sans fraude. À une semaine de la célébration de la Tabaski, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a animé ce vendredi une conférence de presse, rassurer les populations sur la disponibilité du bétail et présenter le dispositif mis en place pour approvisionner les marchés à travers le pays. Et c'est l'objectif de la rencontre. On l'écoute au micro de Jeanne Saï. Pas de problème de pénurie, où que ce soit sur toutes les données du territoire national, c'est ce qu'il faut relever avec force. Et nous continuons à en recevoir du bétail. Le Tchad, avec un important cheptel de plus de 38 millions d'ovins, s'est engagé à soutenir l'approvisionnement de notre pays. C'est le lieu de remercier ce pays frère. Des lignes d'approvisionnement alternatives ont été identifiées, notamment par l'est de la Côte d'Ivoire, à travers le parcours d'Oropo, Soko, Takikro et Noé, et en complément du couloir traditionnel qui part de Dori au Burkina Faso jusqu'à Abidjan, passant bien sûr par Ouagadougou, Bobo, Ouangolo, Bouaké, Yamoussoukro et puis aboutir à Abidjan. La journée mondiale sans tabac 2025 est célébrée le 31 mai sous le thème « Produits du tabac à base de nitocine », démasquant les tactiques de séduction de l'industrie du tabac. En Côte d'Ivoire, il est prévu des brigades spéciales pour veiller à la réglementation. Zainab Goumbri nous donne plus de détails. Le tabagisme constitue une menace majeure pour la santé mondiale, causant près de 6 millions de décès chaque année. En Côte d'Ivoire, bien que la prévalence générale du tabagisme soit estimée à 8,5%, soit 17,1% chez les hommes et 0,6% chez les femmes, les jeunes restent particulièrement exposés et vulnérables. Nous avons les tests qui interdisent de fumer dans le public, y compris pour les nouveaux produits. Nous avons donc la loi qui interdit donc de fumer et nous avons même assuré la traçabilité de tous les produits tabagiques. Nous allons dans les prochains jours mettre en place une police dédiée à la répression. Et nous allons vraiment sévir parce que nous ne pouvons pas laisser les Ivoiriens et particulièrement les jeunes mourir du fait du tabagisme. Face à cette menace, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac
et mis en œuvre des mesures telles que l'adoption d'une loi anti-tabac. Cependant, la lutte reste confrontée à l'ingérence persistante de l'industrie du tabac. On fait des campagnes de sensibilisation dans les différentes écoles et dans nos différentes communautés avec nos populations les plus proches. Voilà. Donc, on a plusieurs fois mené des activités avec la section d'Anyama, la section de Yopougon, un peu partout. Les activités prévues incluent la formation des ministères techniques, la sensibilisation dans les écoles et le contrôle des espaces publics qui ont pour objectif d'informer la population et de renforcer des actions de lutte contre le tabagisme. Bonne nouvelle pour les commerçants d'Atiéké, les déchets de leur production tels que l'amidon seront traités par des chercheurs pour produire justement du carburant. À plus de détails dans ce reportage de Déborah Bonou. La 11e édition du prix ASCAD a une fois de plus mis en lumière les talents et projets innovants en Côte d'Ivoire. Cette édition porte sur contribution des innovations technologiques au développement et au bien-être des populations. Ce n'est pas un hasard, car l'innovation occupe une place importante dans le développement socio-économique. Elle est source de dynamisme économique, d'impulsion du système économique et de prospérité pour les entreprises en termes de compétitivité et de productivité. Le lauréat du Grand Prix ASCAD 2024 nous présente le projet qui lui a valu cette prestigieuse distinction. Lorsque les femmes transformaient le manioc en Atiéké, elles émettaient énormément de déchets liquides qui étaient considérés comme pertes, comme polluants et même dégradants pour l'environnement. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas valoriser ce déchet en plus-value? Et pour trouver cette plus-value, nous avons fait la recherche et nous avons vu que ce produit présentait des dénominateurs communs avec certains produits à l'étranger qui étaient produits aussi à partir de solutions contenant de l'amidon. Et donc, c'est ainsi qu'on a vu qu'on pouvait faire du bioéthanol avec ces rejets. L'Académie des sciences et des arts des cultures d'Afrique et des diasporas africaines est une institution ivoirienne d'excellence qui œuvre pour la promotion du savoir, de la culture et du développement en Afrique et dans ses diasporas. Les prix sont dotés de 7,5 millions pour le premier, 3 millions pour le deuxième et 2 millions pour le troisième. Vigilance pour terminer ce journal. La Sodexam annonce des pluies continueront quelque peu sur les régions du littoral, précisément dans le sud Komoué, les Grands Ponts, le district d'Abidjan et les régions voisines. Restons vigilants en prenant nos parapluies à chacune de nos sorties. C'est la fin de cette édition. Maman, on vous retrouve pour la suite du programme. Merci Karija pour ce point de l'actualité. Nous avons mis fin à ce débat dans lequel nous nous sommes posé la question comment mettre fin aux accidents de la route, mais c'est certainement pas la fin de la réflexion. Une chose est claire, la sécurité routière ne dépend pas d'un seul acteur, mais de tous, des chauffeurs plus responsables, des syndicats plus rigoureux, un État plus ferme, des passagers plus vigilants. Avant de poursuivre, arrêtons-nous un instant sur l'image de la semaine. Un drame de plus sur nos routes, une tragédie qui a rappelé l'urgence du débat que nous avons tenu aujourd'hui. On regarde les images ensemble. Comme je le disais, c'est un drame sur l'autoroute du Nord, 4 morts calcinés et une vingtaine de blessés. C'est une image que l'on ne devrait jamais avoir à montrer. Sur l'autoroute du Nord, un car de transport est entré en collision avec un véhicule personnel. Le choc a été d'une extrême violence. Ce drame n'est pas qu'un fait divers, c'est une tragédie nationale. Des vies fauchées, des familles détruites, des cicatrices qui resteront à jamais. Passons maintenant à un chiffre qui lui aussi dit beaucoup sur notre société. 14 000 milliards. Alors en Côte d'Ivoire, le mobile money représente aujourd'hui plus de 14 000 milliards de francs CFA de transactions annuelles. Un chiffre colossal qui témoigne à la fois de la modernisation de nos échanges et des nouveaux enjeux économiques. Il est temps de penser un peu à soi, de penser un peu à nous. Comment prendre soin de son corps, de son esprit, de son équilibre? La réponse, c'est Raïma Diabaté qui nous la donne dans sa chronique Bien-être. Elle a ramené une invitée qui est kinésiologue. Alors je vais la laisser développer. Bonsoir Raïma. Bonsoir Mam. Bonsoir Madame. Bonsoir Mam. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet simple en apparence mais profond.
Occupe-toi de toi, toi-même. Et pour en parler, on reçoit coach Eudoxie Adepo. Elle est kinésiologue. Bonsoir coach. Bonsoir Raïma. Bienvenue. Merci. Coach, vous étiez au départ enseignante à l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Vous vous envolez pour le Canada et vous entrez à l'Université de Montréal. Vous devenez docteur en sciences de l'activité physique. Aujourd'hui, kinésiologue. Alors, c'est quoi un kinésiologue? Un kinésiologue, c'est un professionnel de la santé, spécialiste en activité physique. Donc, le kinésiologue va utiliser le mouvement à des fins de prévention, performance sportive et traitement. Et moi, je me suis spécialisée dans le domaine de la prévention. Donc, comment utiliser le mouvement pour rester en santé. Occupe-toi de toi, toi-même. C'est ça. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Occupe-toi de toi, toi-même. En fait, c'est l'adage « aide-toi, le ciel t'aidera ». Il n'y a personne qui est sur la terre qui a pour mandat de t'occuper de toi. C'est juste toi seul qui peux le faire. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Moi, je dis souvent que c'est une urgence. Ouais. Alors, occupe-toi de toi, toi-même. C'est occupe-toi de ton corps physique, de ton corps émotionnel et de ton corps mental. Occupe-toi de ta santé qui est ta richesse la plus importante sur cette terre. Le bon Dieu, dans sa grâce, nous a tout donné pour que nous soyons en santé parfaite. Alors moi, ce que je fais, c'est d'aider les gens en leur donnant des outils pour qu'ils puissent reprendre la responsabilité de leur bien-être à tous les niveaux. Et comment s'occuper de soi, soi-même? Alors la première chose, bien sûr, au niveau du corps physique, c'est de bouger. De bouger. Le corps est fait pour bouger. Un enfant qui est en santé, on ne peut même pas le retenir. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième, c'est au niveau de notre alimentation. Redécouvrir nos signaux de faim et de satiété. Tout le monde, quand je pose la question, combien de fois on mange par jour, tout le monde me répond 3 fois. C'est pas vrai. C'est juste parce qu'on nous l'a dit et puis qu'on a commencé à l'accepter. Mais normalement, le corps est constitué de sorte qu'on mange seulement lorsqu'on a faim. Mais on n'attend plus d'avoir faim. Donc, il y a des personnes qui ont des problèmes de poids. On vient, oh, aide-moi à perdre du poids. Je dis, c'est facile. Si tu fermes ta bouche, c'est sûr que tu ne vas pas prendre de poids. Ensuite, c'est se reposer. Et surtout de bien dormir. Se coucher avant 22 heures. Vous savez, le bon Dieu, dans sa grâce, en créant ce corps-là, il sait qu'est-ce qu'il a mis en place pour que nous restions en santé. La lumière artificielle est venue perturber tout. Ouais. Normalement, on se couche presque après les poules et on se lève aux aurores. Ouais. Et de cette façon-là, santé optimale. Au réveil, oui. Entre midi et 2, le soir, il y a forcément des gestes à adopter, des attitudes pour s'occuper de soi, soi-même. Ben oui. Déjà, si je travaille assis, je vais penser à me lever. D'accord? Puisque la chaise est reconnue comme une arme de destruction massive et les études sont là pour montrer on reste trop souvent assis. Et bien sûr, s'étirer, bouger. Vraiment, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je vais vous montrer juste quelques petits exercices. Par exemple, vous êtes assis. Juste, tout le monde peut le faire en même temps que moi. Les bras relâchés, juste rouler les épaules. Juste ça. D'accord. Si vous n'êtes pas capable de décoller les épaules, aller jusqu'en arrière pour revenir, c'est qu'il y a un problème. Après ça, on fait ça dans l'autre sens. Okay. Vous roulez. Non, il faut rouler. Hein. Je ne vous vois pas rouler. Voilà, c'est ça. Il faut aller en arrière, en haut, devant, une dernière fois en arrière, en haut, devant. Et le traditionnel, étirement simple. Mais là, on le fait comme si on allait tirer sur une corde qui était en haut et on va chercher. Alors, j'espère que chez vous, vous le faites aussi. Hein, voilà. Il faut profiter de ce moment. Oui, hein. Voilà. Et là, le dernier que je peux vous donner, c'est avec les mains. Vous allez en arrière, vous tenez les doigts ensemble et vous montez le plus haut que vous pouvez. Et en faisant ça, vous ouvrez la poitrine. Okay, donc exactement. Vous dégagez, voilà. Et une fois qu'on a ouvert, pour équilibrer, il faut fermer. Donc, pour fermer, on remet les doigts ici, on retourne. On rentre la tête, on arrondit le dos et on pousse en creusant le ventre. Voilà, c'est tout simple. Tout simple.
Ok. Et ça, imaginez, vous faites ça, comme elle a dit, que ça soit le matin, le midi, le soir, mais à chaque fois, c'est vraiment d'y penser. Et notre téléphone peut être là pour nous donner un petit bip. Et là, je me mets... Et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Autant de fois qu'on le veut, vraiment, vraiment. Et pour toutes les femmes qui veulent perdre du poids, ça c'est très important. Hein. Attendez d'avoir faim avant de manger. Mesdames, s'il vous plaît, attendez d'avoir faim avant de manger. Au-delà de on mange ceci, ceci est pour ça, laissez tout ça. Attendez d'avoir faim et puis vous allez voir, appelez-moi. D'accord. Enfin, c'est bien noté, ça a l'air très simple. C'est très simple, vraiment, vraiment, vraiment. Et vous voyez, quand je dis occupe-toi de toi-même, c'est parce que c'est toi qui es le maître de ton corps. C'est toi qui l'habites, c'est toi qui sais ce dont il a besoin. Mais quand tu t'en vas donner ton corps à un spécialiste qui lui a étudié dans un livre comment ton corps doit fonctionner, fait qu'il y a des chances qu'il y ait incohérence. Mon Dieu, docteur, j'ai mal ici. Oui, si tu as mal ici, c'est à cause de ci, ça, ça. Viens me voir. Moi, je vais te dire, tu as mal ici, j'ai mal au bras, à l'épaule, on va dire, à l'épaule gauche. Je dis, waouh, tu as mal à l'épaule gauche. Donc déjà, épaule, c'est pour porter. Qu'est-ce que tu portes actuellement qui te fait souffrir, dont tu n'es pas conscient et que ton corps est en train de dire, je n'aime pas la façon dont tu portes cette charge. Et généralement, ce sont des charges émotionnelles ou mentales. Vous voyez, c'est pas forcément j'ai mal à l'épaule et puis bon, docteur, oui, docteur. Mais il y a quelque chose, il y a d'autres messages. Et tout ça, c'est occupe-toi de toi-même. Et ma spécialité, c'est ça, c'est de lier le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Il y a des messages que nous n'avons pas parce que nous ne le savons pas. Donc, pour m'occuper de moi-même, la première chose que je dois faire, c'est m'informer. C'est bien noté. Alors, elle nous a apporté des livres, enfin, oui. Il y a forcément une information. Exactement, oui, en fait, se libérer des fausses croyances sur l'argent. Voilà. Et guide du focus 7 sur 7, 7 habitudes de vie à intégrer en 7 semaines pour rayonner la joie de vivre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est avec ça qu'on s'occupe de nous-mêmes. Et si je peux juste donner une petite information, demain, le 31, j'offre une journée de coaching de 8h30 à 17h30 au PAM Club d'Abidjan. Et là, on va s'occuper spécifiquement de notre vie. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Et de notre argent. Pourquoi est-ce que j'ai autant de difficultés avec l'argent? Okay? Donc, pour les personnes, si jamais vous pouvez, écoutez, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans notre salle. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci Raïma. Merci Mam. C'est tout pour cette rubrique bien-être. Oui, effectivement. Merci, en tout cas, ça nous a fait du bien, les quelques étirements. Ça fait toujours du bien. Oui, moi, je me sens très bien, du coup. Alors, on va clore cette émission en beauté et en émotion. Place à la poésie, à la parole sensible, engagée avec Hélène Beckett. Bonsoir Hélène. Pour que la pluie ne soit plus source de ruine mais d'abondance, pour que le soleil ne nous calcine mais nous apporte la chaleur, afin que le temps d'hiver ne devienne le printemps. Je parle à un fromager, un cacaoyer, un goyavier, je parle. C'est déjà le jour, tu vas encore entendre des braconniers. Je prie que ce ne soit pas ton tour pour qu'aucun d'entre eux te fasse tomber. Si mes larmes pouvaient arroser toutes ces plantes d'espoir afin qu'elles deviennent des arbres, je serais en train de pleurer des lacs. Mais tu n'es pas le seul dans cette histoire. Il y a notre mère, la nature, qui pleure mais sans visage. Autrefois, elle s'appelait Éden, elle était la preuve que Dieu existait. Mais ils l'ont handicapée et nous ont demandé de marcher. Ils l'ont aveuglé et nous ont dit d'ouvrir les yeux. Quand ils nous ont demandé de respirer, on a senti qu'ils l'ont intoxiqué. Sur leur cœur, elle pleure des pluies et des pluies, mais ça ne rend pas leur cœur humide. Plus une mère est fatiguée, sa marche amuse un enfant sur son dos. Donc ils arrachent ses cheveux, nous disent que notre perruque va pousser d'un moment à l'autre. Et c'est ainsi que... Et c'est un cirque. Et c'est un cycle. Et c'est ainsi que toi, moi, la nature, l'artiste, on meurt ici. Mais comment partir? Même si c'est de soif qu'on pleure, c'est nos larmes qui abreuvent tous ces peuples. À chaque fois, la nuit invoque nos rêves pour leur rendre un sommeil fertile. C'est ainsi que toi, moi, la nature, l'artiste, on se perd ici.
Le cri de l'éléphant qui traduit la victoire est devenu l'annonce du désastre. Je ne sais plus pour l'abeille et son miel, mais le perroquet est bel et bien muet. Je ne vois plus d'arc-en-ciel. Il n'y a que des jeux de lumière. À part toi, ils ont emprisonné quelques arbres qu'ils appellent parcs, mais ça ne remplace pas le beau paysage. Et plus une mère est fatiguée, sa marche amuse un enfant sur son dos. Donc ils arrachent ses cheveux, nous disent que notre perruque va pousser d'un moment à l'autre. Et c'est ainsi que... Et c'est un cirque. Et c'est un cycle. Et c'est ainsi que toi, moi, la nature, l'artiste, on se perd ici. Alors je parle là. Je parle à un goyavien, un fromager, un cacaoyer, je parle là. Je parle à un arbre pour interpeller ne serait-ce qu'une âme. Afin que la pluie ne soit plus source de ruine mais d'abondance. Afin que le soleil ne nous calcine mais nous apporte la chaleur. Afin que le temps d'hiver ne devienne le printemps. C'était Hélène Beckett accompagnée de son accordéoniste qui nous livrait son slam du jour pour que la pluie essuie nos larmes. Merci Beckett, une émission qui se termine mais des questions qui restent ouvertes. Protégez-vous, protégez les autres et n'oubliez jamais qu'un accident, c'est souvent une seconde qu'on ne peut plus effacer. Prenez soin de vous et des autres, sortez couverts. Passez un bon week-end sur cette info. À bientôt.